Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous avons déjà vu deux méthodes de construction théorique. Voyons maintenant la méthode des adaptations. Alors, il existe des théories très basiques. Ce sont des théories qui ne concernent que quelques variables élémentaires et qui ont un caractère extrêmement général. Par exemple, la théorie de Galilée, ce qu'on appelle aussi les transformations de Galilée, relie les variables position, temps, et c'est tout. Donc ça permet de relier le mouvement, de décrire le mouvement, et en fonction des différents observateurs. C'est une théorie très simple et très générale. On peut également citer dans cette catégorie la partie dite cinématique de la relativité restreinte, qui fait exactement la même chose. Et on peut également citer les bases de la mécanique quantique, donc ses principaux postulats de base. Ces théories très basiques sont en fait des socles sur lesquels se construisent les autres théories. Donc, quand on parle de théorie classique, on parle en général, par opposition à relativiste, on parle en général de théories dont le socle sont les transformations de Galilée. Les théories relativistes ont bien sûr pour base la relativité restreinte, et on parle de théorie quantique quand les bases sont la mécanique quantique. Pendant très longtemps, il n'y avait que la théorie de Galilée, et c'était l'ère de la physique classique, jusqu'à la fin du 19e siècle, où il s'opéra des changements, l'augmentation des mesures de précision, la description de certains phénomènes, conduisit à la naissance de la relativité restreinte et de la mécanique quantique. Donc, il y avait un changement du socle de base sur lequel sont construites les autres théories, ce qui impliquait également de changer, c'est-à-dire d'adapter les autres théories. Par exemple, la relativité restreinte a permis de passer de la mécanique classique à la mécanique relativiste. Ça a été le travail d'Einstein dans ses premières publications. Et c'est les fameuses publications qui ont abouti à la relation très célèbre E égale mc2. La mécanique quantique a permis de construire, par exemple, la théorie de Schrödinger de l'atome. Et en prenant à la fois le socle de la mécanique quantique et de la relativité restreinte, on a construit la théorie quantique des champs, les théories quantiques relativistes. Et la relativité restreinte plus la gravité, parce que Einstein s'était vite rendu compte que la théorie de Newton de la gravité était incompatible avec la relativité restreinte, donc la théorie de la gravitation universelle, et que l'adaptation n'était pas simple. Ça lui a pris un certain temps, une dizaine d'années, pour bâtir la relativité générale. Ces adaptations ne sont pas terminées. Il en reste une, à savoir gravité plus les deux socles de relativité restreinte et de mécanique quantique, c'est-à-dire adapter la relativité générale et la mécanique quantique. C'est une opération très difficile parce que les deux théories ont des formalismes mathématiques complètement différents. Les domaines dans lesquels ils s'appliquent sont aussi complètement différents. La mécanique quantique, c'est surtout à l'échelle des atomes. La relativité générale, c'est à l'échelle des étoiles, des galaxies. Les concepts physiques qui sont manipulés sont également très différents. Donc, il est très difficile de trouver comment les mettre ensemble. Ce qui a conduit à plusieurs voies, selon les modifications que l'on apporte, pour marier l'ensemble. On peut citer par exemple, parmi les plus connus, la supergravité, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, et bien d'autres en fait, comme les géométries non commutatives, les twisters, etc. Il y a plein d'approches possibles.
Notons que la théorie des cordes, en plus, est une théorie d'unification de toutes les interactions. Quelque chose dont nous avions discuté la dernière fois. C'est une théorie par essence très ambitieuse. Alors, les difficultés, outre ces difficultés mathématiques, de savoir comment marier ces deux domaines très différents, cette théorie sur un socle pour lequel elle ne semble pas avoir de lien, il y a le manque d'expérience. Nous avons peu ou pas d'expérience qui touche au domaine de la gravité quantique, et parmi les quelques données expérimentales ou d'observation qui restent à expliquer, on ignore s'il y a un lien avec la gravitation quantique. Ce n'est pas exclu. Ces théories, puisqu'elles sont dans un domaine très pointu, on parle d'atomes, de galaxies, manipulent des concepts qui sont très éloignés du quotidien. Elles sont donc très abstraites, très sophistiquées. Puisqu'on manque d'expérience, toutes ces constructions théoriques doivent être vues comme des spéculations. Donc, on imagine que ça pourrait être les bonnes théories, mais on n'en a pas la preuve. Alors, c'est pas tout à fait un défaut, parce que, tout d'abord, toutes les théories que j'ai citées, elles sont fondées, construites sur des théories qui ont été très bien validées. Mécanique quantique, relativité générale, sont des théories très bien validées. Et on les marie en faisant un minimum de modifications. Nous avions déjà parlé de ce type d'opération. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde l'étape 5 dans l'approche orthodoxe que nous avions vue, donc la construction mathématique, à ce stade, toute théorie est spéculative. Elles sont basées sur ce qui existe, des données expérimentales ou des théories, dans notre cas, ici, pour les adaptations. Mais c'est une construction qui doit seulement être validée. Donc on a besoin de résultats expérimentaux, et donc, vu le nombre de théories de construction que l'on a maintenant, inutile d'essayer de trouver des solutions du côté de la théorie. Il faut juste un peu de patience, le temps que les expériences tranchent entre les différentes possibilités. Notons que, dans le cas d'une adaptation, c'est vrai aussi des unifications, il y a d'abord une validation théorique préliminaire. C'est-à-dire que, puisque, par exemple, on veut marier la relativité générale et la mécanique quantique, il faut au moins que dans les limites appropriées, on retrouve la relativité générale, c'est-à-dire dans le domaine où on peut ignorer les effets quantiques, on doit retrouver la relativité générale. Et dans les effets où on peut ignorer les effets de la gravité, on doit retrouver la mécanique quantique orthodoxe. Et bien sûr, tout le reste, si on le marie avec, comme dans la théorie des cordes, où on a une unification, on doit pouvoir retrouver, dans les limites appropriées, les différentes interactions telles qu'on les connaît dans le modèle standard de la physique des particules. Notons que c'est fait pour les cas que je vous ai cités. Par exemple, en mécanique quantique, en mécanique relativiste, le fameux E égale mc2, si l'on considère des vitesses qui sont petites devant la vitesse de la lumière, on peut négliger certains termes très petits qui n'ont pas d'incidence sur les résultats dans les calculs, et on retrouve la mécanique classique. C'est le cas aussi de la mécanique quantique qui, dans les limites appropriées, redonne la physique classique. Là, le lien est beaucoup plus complexe, il fait intervenir beaucoup de choses différentes. C'est presque un domaine, presque un sujet en soi, de décrire comment on repasse de la mécanique quantique à la mécanique classique. Il n'empêche que c'est fait. Et donc, on sait comment il faut le faire. Ça peut être parfois très difficile. Par exemple, dans les théories des cordes, gravitation quantique à boucle, c'est parfois très difficile. Une fois qu'on a reconstruit cette nouvelle théorie de gravité quantique, il peut être parfois très difficile de vérifier qu'effectivement, dans les limites appropriées, on retrouve bien la théorie originale, la relativité générale.
ça peut donc être très très dur. Notons que pour certains physiciens, beaucoup d'amateurs, de curieux, il y a parfois une confusion entre l'unification, que nous avions vu, et l'adaptation. Mais comme nous venons de le voir, c'est des choses, en fait, réellement différentes. Il est vrai que les deux concernent l'étape 5 dans la liste que nous avions vue. Mais l'approche est très différente. Ensuite, la dernière méthode que nous allons voir, c'est l'extension. Donc on a une certaine théorie, avec un certain domaine de validité, qui a été fixé, d'abord par la théorie, elle fixe un certain domaine d'application, et l'expérience a fixé son domaine de validité. Et on aimerait l'étendre. Donc passer à une nouvelle théorie plus perfectionnée. C'est un peu comme l'adaptation. Donc on va adapter la théorie, mais ici les bases sont expérimentales, puisqu'on veut étendre le domaine de validité. C'est souvent le cas parce que les expériences s'améliorent, la précision des expériences s'améliore, et on découvre ainsi, à travers l'expérience, des anomalies, des écarts entre les résultats expérimentaux et la théorie, et ou alors de nouveaux phénomènes. C'est quelque chose que nous avions déjà évoqué. Et effectivement, cette construction est assez proche de la construction orthodoxe que nous avions vue. On part de résultats expérimentaux et on construit une théorie. Sauf qu'ici, on ne refait pas le travail from scratch. On ne repart pas de rien. On a déjà une théorie qui marche parfaitement dans un certain domaine de validité. Donc on ne peut pas la négliger. L'approche est un peu différente. Et c'est même bien de disposer déjà d'une théorie. Parce que ça facilite les choses. Il faut aussi noter que, pour ce qui est des progrès scientifiques, c'est même la situation la plus fréquente. C'est cette situation qui est le plus fréquemment rencontrée. Cette extension de la validité des théories. Le changement des bases que nous venons de citer, passer à la relativité, à la mécanique quantique, ou bien les unifications, ça ne concerne que quelques cas. J'ai été quasiment exhaustif en ce qui concerne les adaptations. Donc, ça ne concerne que peu de cas, et ce type de changement est assez rare. Par contre, les extensions, c'est très fréquent. Par exemple, quand on est passé de la théorie des gaz parfaits, dont nous avions parlé, au gaz réel. Ou quand on est passé du corps noir, nous avions aussi parlé à un corps vraiment idéalisé, au corps physique réel, parfois appelé corps gris, ou très bon corps noir. Ou quand on est passé de la description des cristaux au corps des cristaux idéalisés, avec une répétition des motifs de maille cristalline parfaite et éternelle, aux matériaux réels qui ont des défauts, des impuretés, ou toutes sortes d'aspects tels que, par exemple, ce qu'on appelle les MAC, c'est-à-dire deux réseaux cristallins différents qui sont soudés l'un avec l'autre. C'est aussi, par exemple, quand on est passé des modèles décrivant les étoiles à des nouveaux corps célestes découverts au cours du temps, tels que les naines blanches, les étoiles à neutrons, les naines brunes, les magnétars, les supernovas de différents types, etc., etc. Vous remarquez qu'il y a un certain point commun dans tout cela, c'est qu'on passe de systèmes relativement simples à des systèmes plus proches de la réalité. Donc on passe progressivement de systèmes physiques de plus en plus complexes. C'est un peu normal. On commence d'abord par décrire les choses simples pour bien comprendre ce qui se passe, comment ça marche, et puis on passe à des choses plus complexes. Et c'est aussi inévitable,
parce que c'est le reflet de la complexité et de la richesse du monde qui nous entoure. Donc on doit forcément décrire des choses plus complexes. Existe-t-il encore des adaptations, des extensions à faire? Oui. Alors, bien sûr, il y en a encore qu'on découvrira dans l'avenir, mais même maintenant, il y en a qui sont en cours. Alors, sans être exhaustif, je peux vous citer quelques cas. Un cas dont j'avais déjà parlé, ce sont les supraconducteurs. Donc, on a découvert au début du XXe siècle que lorsqu'on refroidissait certains métaux à des températures très très basses, comme le mercure, quand on le refroidit à une température de proche du zéro dit absolu, c'est-à-dire environ moins 273 degrés, ils deviennent supraconducteurs, c'est-à-dire qu'ils conduisent le courant sans aucune résistance électrique. L'analyse de ce phénomène a permis de comprendre que c'était un phénomène quantique, c'est-à-dire que les électrons, qui normalement se comportent indépendamment, se lient pour former ce qu'on appelle des paires de Cooper à travers les vibrations du réseau. C'est un phénomène assez étonnant. Et lorsqu'ils forment une paire, les électrons se comportent de manière différente qui font qu'ils peuvent circuler sans résistance électrique dans le matériau. Donc ça fait appel à la mécanique quantique et c'est la théorie dite BCS, Bardeen-Cooper-Schiffer, qui explique très très bien les supraconducteurs, ceux dits de type 1 et de type 2, et qui les explique sous tous leurs aspects, tous. Ils ont des applications assez exceptionnelles, puisqu'ils conduisent le courant sans résistance. C'est formidable pour conduire du courant, parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Ça permet aussi de faire des circuits de détection des champs magnétiques, ou des circuits électroniques très particuliers et très performants. Le seul problème, c'est qu'il faut refroidir à moins 273 degrés, c'est pas rien. Ou un peu plus, dans les moins 270 degrés, dans ces goûts-là. Et c'est très coûteux d'avoir des dispositifs qui refroidissent à cette température-là. Il faut de l'hélium liquide. L'hélium liquide, c'est difficile à produire. De plus, c'est gourmand en énergie, parce que c'est comme un super méga frigo. Il faut le faire fonctionner, ça coûte cher. Et donc, beaucoup des avantages des supraconducteurs sont perdus à cause de ces difficultés. On a quand même pu faire des applications formidables, comme les trains à sustentation magnétique, qui ne touchent pas les rails, flottent au-dessus des rails, par répulsion magnétique, et ça emploie des supraconducteurs dits de type 2. Alors, par hasard, vers le milieu du XXe siècle, on découvrit que certaines céramiques, c'était étonnant, des céramiques comme dans les pots, que certaines céramiques devenaient supraconducteurs quand on les refroidissait. Mais non seulement elles devenaient supraconducteurs, mais elles devenaient supraconductrices à des températures relativement modérées. En modéré, on parle quand même de l'ordre de moins 100 degrés. Mais le gros avantage, c'est que certains peuvent devenir supraconducteurs avec de l'air liquide. Et l'air liquide est facile et peu coûteux à produire et à maintenir. Donc c'est un gros avantage. La grosse difficulté des céramiques, c'est qu'elles sont cassantes. Donc par exemple, faire des fils électriques en céramique, c'est exclu. Il n'empêche que l'idée était intéressante d'avoir des supraconducteurs à haute température. Donc pour pouvoir développer des applications, il fallait comprendre comment ça marchait et peut-être améliorer la composition de ces matériaux pour arriver à des températures encore plus élevées et pourquoi pas des supraconducteurs à température ambiante. Mais la théorie BCS est en défaut, elle ne s'applique pas. Pourquoi ? Parce que la théorie elle-même montre qu'au-delà d'une certaine température, de l'ordre de moins 150 degrés, la théorie prédit qu'aucun matériau ne peut être supraconducteur. Donc ces supraconducteurs haute température sont un pied de nez à cette théorie. Elle dit, pas de supraconducteur plus chaud. Eh bien si, il en existe, les céramiques, certaines céramiques. Et donc,
On cherche à avoir une meilleure théorie, c'est difficile, on a beaucoup de surprises étonnantes, et c'est pas à pas que cette construction, cette adaptation se fait sur base de ce qui est connu, la théorie BCS, la mécanique quantique, la physique des matériaux, et sur base des avancées expérimentales qui fournissent de plus en plus d'informations. Un autre exemple, assez instructif, c'est les structures atomiques à 2 dimensions. Donc au lieu d'avoir des atomes répartis dans tout l'espace, les atomes sont dans un plan, comme une feuille, mais une feuille d'épaisseur atomique. La thermodynamique permettait de montrer que ces matériaux sont instables. Ils ne peuvent pas exister parce que dans un plan, il y a moins de liberté de mouvement que dans l'espace. Les fluctuations thermiques ont plus de mal à s'évacuer et on montre que le matériau doit se disloquer. Puis, on découvrit le graphène. Depuis, on en a découvert d'autres, comme le silicène ou d'autres. Le graphène est un matériau à base de carbone, comme le diamant, ou le graphite, ou le charbon. Et on a découvert le graphène presque par hasard. Alors, le graphène, c'est une couche monoatomique d'atomes de carbone. Et elle a été découverte très simplement, avec du scotch. Du simple scotch. Du papier collant. On prend un morceau de graphite, on colle un bout de papier collant dessus, on le frotte bien pour qu'il soit bien uniforme, et on le décolle. Sur le papier collant se retrouve alors une fine couche de graphite, quelques dizaines d'atomes d'épaisseur. Vous remettez un autre scotch dessus, vous refaites la même chose, 3-4 fois de suite, et vous aboutissez à un scotch avec une couche monoatomique d'atomes de carbone. Mais la théorie disait que c'est impossible. C'est pas stable. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça pouvait exister, le graphène? Mais parce que la théorie, elle traitait de systèmes plats à 2 dimensions. Mais le monde réel, il n'est pas à 2 dimensions, il est à 3 dimensions. Gauche, droite, avant, arrière, haut, bas. Et de fait, un matériau à 2 dimensions peut onduler. Il peut avoir des bosses et des creux. Un peu comme un drap ou comme des vagues. Ce qui permet aux fluctuations thermiques de s'évacuer. Et le matériau peut être stable. Donc on est vite passé à une description théorique meilleure des matériaux à 2 dimensions, en les décrivant dans un espace qui, lui, est à 3 dimensions. Et le graphène et les autres matériaux que l'on suivi n'ont pas été avares de nouvelles propriétés assez exceptionnelles, notamment dans le domaine électronique, avec déjà des applications en cours. Un autre exemple de ce cas, plus complexe, est l'existence du plasma de quarks et gluons. Alors les quarks sont les particules subatomiques qui composent les protons et les neutrons. Donc ce sont vraiment des particules très élémentaires sur lesquelles sont construits les protons et les neutrons. Et les gluons sont les particules analogues aux photons qui transmettent l'interaction forte et qui lient les quarks entre eux. La théorie disait, à très haute température, ou plutôt quand on a une forte concentration de quarks et de gluons, ceux-ci doivent se comporter comme s'ils étaient libres. Pas d'interaction entre eux, et on doit avoir un plasma de quarks et de gluons qui se comporte comme un gaz parfait. L'expérience a été menée, donc on a envoyé des atomes d'or, il fallait des atomes suffisamment lourds et pas radioactifs, donc l'or convenait bien. Il était envoyé avec des accélérateurs, ça a été fait aux États-Unis, dans des grands accélérateurs, puis on a reproduit ça un peu partout. Ces ions sont envoyés l'un contre l'autre à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, et pendant une fraction de seconde, il se forme un plasma de quarks et gluons. Celui-ci se dissipe assez vite, il est à une température équivalente à plusieurs milliards de degrés,
Donc, très vite, il s'expanse et se détruit. Mais il existe pendant une fraction de seconde. Il émet toutes sortes de particules élémentaires et on peut l'étudier avec tout l'arsenal moderne dont nous disposons. Et là, il y a eu une grosse surprise. Oui, il y avait un placement du quark et gluon, mais il ne se comportait pas comme un gaz parfait. Il se comportait comme un fluide parfait, comme un liquide parfait, comme l'hélium dit superfluide, qui est un liquide, à basse température, oui, et qui s'écoule sans viscosité, sans frottement. À tel point qu'on ne sait pas le conserver dans un flacon, parce que le liquide monte au-dessus des bords et s'écoule par les côtés. Comme il n'y a pas de frottement, il passe facilement. Et donc on le conserve dans un flacon fermé. De toute façon, comme on doit le refroidir à moins 270 degrés, il vaut mieux un flacon fermé. Donc c'était une différence de comportement assez importante et on ne comprenait pas. Il s'est avéré que c'était un problème de simplification de la théorie. Nous en avions parlé, la théorie d'interaction forte est une interaction très difficile à cause de son intensité, de son comportement asymptotique. Hein. Donc quand on écarte les particules, la force augmente. Quand on l'approche, la force diminue, ce qui est l'inverse des autres forces, comme la force magnétique. Donc ça la rend difficile à traiter au niveau calculatoire. Et donc on fait souvent un certain nombre de simplifications. Et là, ils avaient tout simplement trop simplifié. En refaisant des calculs, en simplifiant moins, en faisant l'effort, à la fois théorique et numérique sur ordinateur, on a pu montrer que la théorie prédisait bien cet état de fluide parfait pour le plasma de quark et gluon. Donc on a adapté la théorie. Alors, ces deux cas, le graphène et les boucles de quark et gluon, sont une bonne leçon. On peut avoir une très belle théorie, mais qui est fausse. La description thermodynamique des surfaces à 2 dimensions était très élégante, disant que de telles structures ne pouvaient pas se former, elles étaient instables. Très belle théorie, fausse. Donc même si on a une très belle théorie, très élégante, de belles idées, etc., formant un tout esthétique, séduisant, bien justifié. Est-ce que c'est bon? Non. C'est l'expérience qui dira si c'est bon. L'expérience est rien que l'expérience. Ce n'est pas les belles idées qui disent ce qui est bon, c'est l'expérience qui dit ce qui est bon. On dit parfois que l'expérience est une maîtresse très exigeante, mais c'est aussi une maîtresse qui nous apporte plein de merveilles. L'expérience nous dévoile tant de merveilles dans l'univers. Donc c'est pourquoi même les belles idées ne peuvent pas naître de rien. Elles doivent toujours se baser sur des résultats expérimentaux. Les adaptations partent de théories validées expérimentalement. L'extension part de nouveaux résultats expérimentaux qui permettent d'alors d'aller plus loin dans la théorie. Toutes les belles idées basées sur rien d'autre qu'une certaine logique ou son imagination, toutes ces belles idées basées sur du vent ne valent rien. Voilà. Voilà pour les constructions théoriques. Alors, dans la prochaine vidéo, nous nous poserons la question de la place des mathématiques en physique, ou en sciences en général, avec des questions telles que pourquoi y a-t-il autant de mathématiques? Et pourquoi ces mathématiques sont-elles si compliquées? Et quel est leur lien réel avec la physique? Je vous remercie.